Madame, Monsieur, merci de regarder Télé Africa. Nous sommes donc dans le cadre de cette émission 21h, le grand rendez-vous, une émission consacrée aux sujets qui font l'actualité dans notre pays et l'actualité au Gabon. Évidemment, ces dernières heures, c'est la publication officielle, donc notamment dans le projet, dans le journal officiel, la publication de ce projet de constitution désormais sur la place publique et le gouvernement d'ailleurs qui invite les Gabonais à pouvoir l'assimiler, à pouvoir se l'approprier afin de pouvoir le lire dans le détail et se prononcer en toute responsabilité le 16 novembre prochain. Il faut également retenir que la date de la convocation du collège électoral a été rendue publique par le ministère de l'Intérieur. Ce sera donc le 6 novembre prochain que les Gabonais seront donc invités à pouvoir se prononcer sur ce projet de constitution lors du référendum. Autre point en rapport avec l'actualité, c'est ce communiqué 067 du Comité pour la transition et la restauration des institutions rendu public par le porte-parole du CTRI, le colonel Ulrich Monfumbi qui est revenu sur cette interdiction pour les partis politiques d'utiliser de façon abusive, d'utiliser d'ailleurs l'effigie du président de la République et de mener campagne pour le oui ou pour le non en ce qui concerne le référendum avant la date du 6 novembre prochain. Pour débattre de cette forte actualité, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Petit Lambert Ovono, évaluateur certifié des politiques publiques. Monsieur Ovono, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bambou, et bonsoir à mes compatriotes qui sont sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Il y a également sur le plateau de cette émission Jean-Christian Kombila, journaliste, analyste politique. Monsieur Kombila, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bambou, bonsoir à tous. Également invité Rufin Ntutumba en sa qualité de secrétaire général de l'Union pour la Nouvelle République, l'UPNR, un parti politique présidé par Maître Louis-Gaston Maïla. Monsieur Ntutumba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Pambo. Bonsoir, chers compatriotes. Merci donc à tous les trois d'être autour de la table pour que nous puissions décrypter cette forte actualité en rapport avec la transition, en rapport avec l'organisation prochaine du référendum, en rapport avec la publication du projet de constitution. Ça y est, j'ai envie de dire, les Gabonais ont désormais sur la place publique le projet de constitution rendu public dans le journal officiel publié donc par le secrétariat général du gouvernement de la République. Et d'ailleurs, on peut avoir une idée à l'antenne de ce projet de constitution publié donc dans le journal officiel, messieurs, avec la poursuite du décryptage ou du débat autour de ce projet de constitution, notamment en ce qui concerne les articles en rapport avec le point sur le président de la République, sur l'éligibilité du chef de l'État, puisque c'est cet article 53 notamment qui a été abondamment querellé sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les plateaux de télévision et de radio. On va aller dans le menu des détails pour nous faire une idée de ces dispositions contenues dans ce projet de constitution en rapport donc avec le titre du président de la République, l'élection du président de la République à partir des articles 41 jusqu'aux articles 167 que nous avons donc pris le soin de pouvoir circonscrire afin de pouvoir encadrer notre échange. Donc on a, en ce qui concerne le titre 3 de ce projet de constitution du pouvoir exécutif, le chapitre 1, lui relatif donc au président de la République, l'article 41 qui est clair, nous allons tous le lire et nous faire une idée et discuter autour justement de ces dispositions de la loi fondamentale proposée aux Gabonais. L'article 41, non, le président de la République est le chef de l'État, il est le détenteur du pouvoir exécutif, ça on le savait évidemment, il incarne l'unité nationale, veille au respect de la Constitution. Jusque-là, je crois qu'il n'y a rien de nouveau, tout est clair. On va à l'article 42. On va essayer d'aller un peu plus vite pour voir évidemment les éléments qui peuvent nous intéresser. L'article 42, le président de la République est élu pour 7 ans. Au suffrage universel direct, il est rééligible une seule fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats successifs, quelles que soient les éventuelles révisions de la Constitution. L'élection du président de la République a lieu au scrutin majoritaire uninominal à 2 tours.
le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé le 14e jour suivant l'annonce des résultats à un second tour. Bon, donc c'était dans l'air, l'instauration donc d'un septennat, c'est clair, c'est donc dans ce projet de constitution, Pétier-Lambert-Auvenot, qu'est-ce que ça vous inspire? Je voudrais d'abord reprendre ce que vous avez dit. Il revient maintenant à la population gabonaise de s'imprégner de cette constitution, de ce projet de constitution. Mais n'oubliez pas que c'est dense. Ça fait 41 pages, 174 articles. Bien entendu, un tout petit peu réduit par rapport au premier jet qui concernait juste l'information générale. La deuxième chose, c'est que le pouvoir, le CETRI et le président de la transition ont écouté les amendements de la Constituante. Il y avait 801 amendements et justement le fait que le texte ait été revu a permis même de réduire le nombre d'articles. Et ensuite... Parce qu'il y avait 194? Il y avait 194. Et il en reste 173. Donc ça fait à peu près 21 articles qui ont été réduits. Et justement dans cette réduction, c'est dans cette réduction que s'inscrit certainement les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Parce que ça a été assoupli par rapport à l'avant-projet qu'on avait discuté la dernière fois. Et je pense que cet assouplissement est le bienvenu parce que c'est un article qui faisait justement débat. Beaucoup de Gabonais se sont un peu levés sur cet article, sur les conditionnalités d'élection du président de la République. Mais je veux juste rappeler que la durée du mandat, peut-être on discutera, mais je voudrais simplement rappeler le rôle d'un président de la République. Nous venons de le voir, il est le garant de la souveraineté nationale. Il est le protecteur du territoire. Il est la clé de voûte des autres institutions. Et à partir de là, pour être président de la République, il faut vraiment être patriote. Il faut vraiment être gabonais. Il faut vraiment parler une des langues de notre pays. Et on a assoupli par rapport aux parents et par rapport à l'épouse. Donc je crois qu'on va on va évidemment revenir sur donc ça. moi j'ai bien reçu... Sur la durée du mandat. J'ai bien reçu ça. Maintenant, pour la durée du mandat, je voudrais dire aux téléspectateurs que le mandat d'un président de la République, ce n'est pas un acte typiquement politique. Ça dépend du projet qu'il a présenté et des réformes qu'il se propose d'engager pour répondre aux attentes des populations. Et ceux qui connaissent la gestion des projets ou la gestion des programmes savent que ce n'est pas tous les programmes, ce n'est pas tous les projets qu'on peut réaliser en un an qui est l'année budgétaire, puisque le budget est voté pour un an. Mais il y a des projets d'investissement qui nécessitent 3 ans, quelquefois 4 ans ou 5 ans. Prenons l'exemple de la Transgabonaise. On ne peut pas construire la Transgabonaise en 1 an, en 2 ans ou en 3 ans, parce que ça nécessite beaucoup de travail. Mais il y a également le principe de la continuité de l'État. Si un projet a été initié au cours d'un mandat, oui, il y a la continuité de l'État ne s'arrête pas. La continuité de l'État ne veut absolument pas dire qu'on va obligatoirement reprendre les travaux qui ont été entamés. C'est pas ce que ça veut dire. La continuité de l'État veut dire qu'on respecte, bien entendu, les textes de loi qui ont été pris. Les projets qui sont initiés par l'exécutif, par la présidence de la République, par le gouvernement, engagent évidemment ceux qui les initient, mais engagent, c'est d'abord de la responsabilité de l'État. Mais vous savez très bien... Est-ce qu'un projet devrait s'arrêter parce qu'on a changé de président de la République? Ah oui, parce que quand on se présente en tant que président de la République, on a son projet de société à soi. Et celui qui était là a son projet. D'ailleurs, si celui qui était là s'en va, c'est parce que le meilleur évaluateur, c'est-à-dire la population gabonaise, a jugé qu'il n'a pas atteint les objectifs des réformes qu'il leur a proposées. Donc moi je pense que la durée dépend particulièrement de la
termination des projets et pour que les populations puissent rendre témoignage que leur vie a changé par rapport au projet qui a été réalisé et qu'ils ont atteint les résultats. Jean-Christian Kombila, sur ce point relatif à la durée du mandat, on se rappelle qu'en 2023, on a dit qu'il y a eu une concertation politique avant les élections générales qui avait proposé qu'on harmonise tous les mandats électifs en République gabonaise et que l'on les ramène, je pense, à un quinquennat, 5 ans. Là, ce projet de constitution propose que l'on mette en place un mandat de 7 ans, un septennat, renouvelable une seule fois. Oui, déjà, je veux dire que la Constitution, puisqu'elle a été publiée dans le journal officiel et même dans le quotidien national de l'Union, et donc nous avons pris connaissance de ce texte qui a été adopté en Conseil des ministres, et nous avons pu nous rendre compte que les points qui posaient problème, finalement, ont été résolus. À savoir que sur la question des conditions d'éligibilité, il y a eu, comme le disait Petit Lambert Ovono, un assouplissement. On va monter. Et donc, on est sur la durée du mandat d'abord. Et donc cette constitution qui est proposée là, elle est consensuelle et adhésive, n'est-ce pas? Elle est créatrice, n'est-ce pas, d'un climat de paix et d'un climat de sérénité. Maintenant, sur la durée du mandat présidentiel, le choix a été fait en faveur d'un septennat. Un septennat, mais pour bien comprendre la portée du septennat ici, il faut le mettre en relation avec le mandat des 2 chambres du Parlement. On voit bien que pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat, le mandat est de 5 ans, mais pour l'élection présidentielle, pour le président de la République, c'est un mandat de 7 ans. Pourquoi? Parce que le président de la République inscrit son action au-delà de l'action du Parlement, au-delà de l'action des députés. Et le président a donc besoin d'inscrire son action dans la durée pour pouvoir se donner, n'est-ce pas, le temps nécessaire, n'est-ce pas, d'accomplir le mandat pour lequel il a été élu. Son projet de société, n'est-ce pas, pour être concrétisé dans les faits, pourrait l'être ou devrait l'être au cours d'un mandat de 7 ans, comparativement à un mandat de 5 ans qui peut paraître court, car voyez-vous, lorsque l'on accède aux fonctions présidentielles pour un nouveau président, le temps de prendre ses marques, ça peut peut-être prendre 2 ans, et si on n'a que 2 ans pour travailler et ensuite se relancer dans une campagne présidentielle nouvelle, ceci peut avoir une incidence sur l'efficacité de l'action politique. Et donc, le constituant gabonais a pensé qu'un mandat de 7 ans, n'est-ce pas, pour cette nouvelle ère qui se dessine pour le développement du Gabon, serait une bonne chose. Rufin Totomba, alors il y a eu un débat, et le débat d'ailleurs se poursuit sur ce point relatif à la durée du mandat. Il y en a qui estiment qu'on aurait pu instaurer un quinquennat, comme c'est le cas dans certains pays développés, de grandes démocraties, comme aux États-Unis d'Amérique ou en France, quand d'autres, évidemment, disent qu'on a nos réalités, que les États-Unis ou les pays de grande démocratie sont des pays suffisamment développés qu'un mandat d'un quinquennat est adapté justement à cette évolution-là, alors que le Gabon est un pays en développement, en devenir, et il faut prendre le temps nécessaire pour construire. Moi, je suis d'avis avec ce qui s'est fait par le Constituant, en mettant le mandat présidentiel à 7 ans. 7 ans parce que je considère qu'il y a une année pour faire l'état de lieu, parce que la mission présidentielle est une responsabilité importante. Et donc, lorsqu'on y accède, il faut bien faire l'état de lieu. Ça prend 1 an, le temps d'assurer un budget, le temps de faire des réformes, le temps de mettre en place un certain nombre de mécanismes qui vous permettent de mettre en œuvre le programme pour lequel vous avez été élu. Et en plus, il faut 1 an pour préparer son départ, soit pour être candidat une nouvelle fois, puisque la nouvelle constitution prévoit la réélection une fois, soit 1 année également pour être prêt à partir, parce que ça demande de mettre à jour un certain nombre de dossiers, un certain nombre d'archives. Et donc je pense pour ma part que la question liée au septennat est une question qui ne devrait pas susciter du débat, d'autant plus que nous ne sommes pas au même niveau de développement que ces pays développés et que chaque nation a son histoire. Et en ce qui nous concerne, nous sommes encore au stade
j'ai envie de dire, primaire, où nous manquons quasiment de tout. Et donc, je crois, pour ma part, que 7 ans, c'est suffisant pour mettre en place un certain nombre de chantiers, un certain nombre de mécanismes, un certain nombre de réformes qui nous permettent, n'est-ce pas, de parvenir à une situation de développement ou de bien-être. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais quand même préciser que le projet de constitution qui nous est soumis aujourd'hui aura, de mon point de vue, un écho favorable. D'autant plus que le président de la République, à travers la commission, le séminaire intergouvernemental, a permis de comprendre les aspérités qui ont été évoquées par nos compatriotes, a permis de comprendre les critiques qui ont été énoncées. Et donc, il s'est réellement constitué en chef de guerre, en chef en général, tout fait, qui n'a pas été sourd. Et donc, de mon point de vue, en faisant une lecture de cette constitution, de ce projet de constitution, je crois honnêtement qu'il y a eu de la matière, il y a eu de la considération à l'égard de son peuple, et de tout point de vue, 7 ans, ça me paraît suffisant. Évidemment que l'objectif de l'émission, c'est de pouvoir employer un ton pédagogique, aller dans le détail, puisque l'exercice aujourd'hui consiste à pouvoir lire ce projet de constitution dans le détail. C'est l'exercice afin que toutes les populations arrivent à assimiler et à comprendre peut-être le bien fondé de cette modification de la loi fondamentale. On va aller donc, on reste sur le titre 3 consacré donc au pouvoir exécutif, à la fonction de président de la République, aller à l'article 69. On va essayer évidemment d'égrener quelques articles qui nous paraissent importants pour la bonne compréhension du plus grand nombre. L'article 69, le président de la République est le chef du gouvernement. Il est assisté d'un vice-président du gouvernement, Petit Lambert Ovono. Vous allez prendre la parole justement. Est-ce que là, on est dans une modification, c'est d'une nouvelle configuration en rapport avec ces dispositions. Donc le président est le chef du gouvernement. Il est assisté d'un vice-président du gouvernement qui assure la coordination de l'action gouvernementale. Il nomme les membres du gouvernement et détermine par décret leurs attributions. Non, mais je pense que là, il y a deux choses. La première chose qu'il faut souligner, c'est que le président de la République assume la plénitude du pouvoir exécutif. Tout le pouvoir exécutif. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui est élu au suffrage universel direct. Dans tout ce qu'on a dans la Constitution, dans toutes les élections politiques, il est le seul qui a cette imprimature. Il est élu dans une circonscription, le Gabon, par les 800 000 électeurs qui votent en ce moment, puisque le corps électoral est à peu près à ce chiffre-là. Donc, il a toute la plénitude, il a réellement la souveraineté. Donc, c'est la première chose. Il doit jouir de tout l'exécutif. La deuxième chose, c'est juste l'appellation qui a changé de vice-président du gouvernement. Mais quand on lit les missions qui suivent, on voit très bien que le vice-président du gouvernement coordonne l'action du gouvernement, et il y a une épine qui a été enlevée. Les anciens premiers ministres devaient rendre compte auprès du Parlement, et ce Parlement qui était issu maintenant des partis politiques. Les parlementaires, notamment ceux de l'Assemblée nationale, ne se revendiquaient plus des élus de leur circonscription, mais des élus de leur parti politique. Mais à partir du moment qu'un parti a la présidente de la République et que les députés sont de son parti, vous comprenez bien que le contrôle de l'action du gouvernement n'était plus efficace, n'était plus pertinent. Donc c'est pour ça que cet article vraiment vient à propos, pour que le président assume la plénitude de sa fonction des chefs de l'exécutif, et que le député ne fasse plus tomber en quelque sorte le Premier ministre. Donc le Premier ministre n'est plus issu du gouvernement, mais nommé par le président. Je pense que c'est ça. La fonction de Premier ministre a disparu. La fonction du Premier ministre a complètement disparu. Donc pour moi, ce n'est pas un problème de sémantique. C'est un problème d'efficacité de l'action politique. Parce que dans la nomenclature actuelle, les ministres ont pour responsable hiérarchique direct le Premier ministre. Et le Premier ministre puise ses instructions sur le président de la République. Or, par souci d'efficacité, le président a voulu rompre avec cette façon de faire. De sorte qu'il en soit le seul détenteur du pouvoir exécutif, et que directement il y ait une certaine efficacité dans les attentes des populations. Parce que
dans la mécanique, certains dossiers ont souffert de procédures. Pourquoi? Parce qu'il fallait, par exemple, que le ministre technique ait l'accord du ministre des Finances, que le ministre des Finances prenne l'instruction chez le Premier ministre, que le Premier ministre en refait au président. Or, cette fois-ci, le ministre rend compte directement au chef de l'État. Mieux, c'est quoi? La coordination, de mon point de vue, c'est simplement un rôle administratif. C'est-à-dire pour préparer un conseil de ministres, les dossiers à jour, pour avoir un certain nombre de données sur les statistiques, sur telle réforme, ainsi de suite. Donc ça me paraît simplement administratif, mais le souci de l'action efficace de l'exécutif, n'est-ce pas, a voulu bien être, d'autant plus que sur le plan politique. Nous rappelons qu'un Premier ministre a bien dit au cours d'une émission reconnue qu'il n'avait jamais gouverné. Et donc, on ne veut plus avoir, n'est-ce pas, des personnalités qui sont portées à de hautes fonctions et qui, le lendemain, n'est-ce pas, reviennent pour nous dire qu'ils n'ont jamais géré quoi que ce soit. Vous voulez paraphraser le feu Premier ministre Léon Mba qui l'avait dit, Jean-Christian Kobila, justement, à la pratique, on a bien évidemment également vu certains premiers ministres se plaindre du fait qu'il y avait des super ministres dans des gouvernements qui outrepassaient la fonction de Premier ministre pour directement aller prendre leurs instructions auprès du chef de l'État, qui avait même dans la haute administration des super directeurs généraux qui snobaient aussi les premiers ministres. Est-ce que là, avec cet article 69-là, on met fin à ce genre de dysfonctionnement? Oui, mais c'est tout l'intérêt du régime présidentiel auquel on a souscrit. Et dans le régime présidentiel, c'est le président de la République, n'est-ce pas, qui a la responsabilité de la gestion de l'État, qui a la responsabilité de la gestion de l'action gouvernementale et qui est même à l'initiative de l'action politique. Et donc, dans ce régime présidentiel-là, le chef de l'État est effectivement le détenteur exclusif, n'est-ce pas, du pouvoir exécutif. Et puis, avec la fin de la présence d'un Premier ministre, non seulement on résout le problème auquel vous faisiez allusion, mais on résout également l'autre problème, à savoir qu'il n'y a plus au sein du gouvernement des gens qui disent, ou que l'on présente comme étant les ministres du Premier ministre et les ministres du Président. Cette façon de présenter les choses jadis mettait en compétition, n'est-ce pas, les membres du cabinet, et cela avait une incidence négative sur l'efficacité de l'action gouvernementale. Or, aujourd'hui, dorénavant, il y aura moins de lourdeur, et il y aura plus de compétition interne au sein du gouvernement entre les ministres dits du président et les ministres dits du Premier ministre. Et donc, il y aura tout simplement une équipe gouvernementale, n'est-ce pas, regroupée autour du président de la République qui va travailler en collégialité et en solidarité, tout cela au bénéfice des populations. Monsieur Pambou, permettez-moi un mot. Vous savez, puisque c'est le président qui assume la plénitude de l'exécutif, il n'y a pas que des avantages, mais c'est un véritable risque, parce qu'il est maintenant responsable de tout. Et du coup, les populations vont le sanctionner beaucoup plus durement que lorsqu'il y avait un fusible qu'on pouvait faire sauter, à savoir le Premier ministre. Donc, pour moi, il y a des avantages, peut-être, que le président assume la plénitude de l'exécutif, mais il y a un véritable risque pour lui, parce que c'est lui qui va maintenant prendre tous les coups. Alors, s'il veut se représenter à la prochaine élection, vous comprenez très bien que la sanction du peuple sera plus difficile, sera plus dure contre lui, et il risque même de ne pas être réélu s'il n'a pas atteint les objectifs qu'il s'était fixés lorsqu'il a été élu président de la République. Donc il y a un risque également là-dedans. D'accord. On va revenir d'ailleurs sur ces risques-là. On va voir l'article 109, toujours dans ce titre 3, le titre 3, donc l'article 109 qui, lui, est sur les principes généraux de la justice. Non, pas l'article 109, on va revenir sur ces aspects liés à la justice plus tard, mais il y a évidemment, Petit Lambert Ovono venait de le dire, Rufin Tutumba, c'est une réalité maintenant qu'il n'y a plus le Premier ministre, mais il y a quand même un vice-président de la République qui a également un lien avec le gouvernement.
Le vice-président de la République est un administratif. Il est nommé par le président de la République, à qui il confère ce nombre de dossiers et qui a aussi la prérogative d'organiser les conseils de ministres sous un ordre de jour bien précis. Donc, de mon point de vue, ça n'a véritablement rien changé parce que nous avions, n'est-ce pas là, les mêmes dispositions et les mêmes termes, un ancien vice-président. Sauf que je crois cette fois-ci, avec le régime présidentiel et avec l'architecture de cette constitution, que le président de la République, cette fois-ci, dispose quand même d'une obligation, n'est-ce pas, de nommer un vice-président et de le démettre selon sa discrétion. Oui, et puis il y a évidemment d'autres réalités. Jean-Christian Kobila, en rapport avec ce projet de constitution, le président de la République, les conditions d'éligibilité. Alors, pendant plusieurs semaines, on a ergoté autour justement de ces conditions d'éligibilité-là, de la filiation, de la nationalité. Et là, on voit qu'il y a eu évidemment des amendements. Parmi les amendements de la constituante, le CTRI et le gouvernement ont pris en compte justement ces amendements-là. Oui, il y a eu effectivement une oreille auditive, n'est-ce pas, de la part des plus hautes autorités de la transition, n'est-ce pas, qui ont encouragé le constituant, n'est-ce pas, à prendre en compte, n'est-ce pas, l'avis global motivé de la constituante. Aujourd'hui, tout potentiel candidat à l'élection présidentielle doit être né gabonais, mais avec l'un des deux parents gabonais. Et il y a là un véritable assouplissement parce qu'au départ, le projet antérieur postulait que le candidat devait être né gabonais de père et de mère, eux-mêmes nés gabonais de père et de mère. Et ceci a fait dire à certains acteurs politiques activement que il y avait là une volonté politique de vouloir déconsidérer certains Gabonais, mais ce n'est pas du tout cela. Et comme la Constitution a vocation à créer les conditions de la paix globale dans notre pays, et donc cette Constitution-là a tenu compte justement de ce son de cloche-là. Mais il y a l'obligation qui est faite aussi de devoir parler une langue gabonaise, mais la parler couramment. Et vous voyez bien qu'avec cette exigence-là, il y a eu une volonté de corriger quelque chose par le passé, mais également que l'on a vécu lamentablement par le passé. Mais il y a aussi au sein du gouvernement, n'est-ce pas, l'obligation, la même obligation qui est faite, c'est-à-dire que ne seront nommés désormais au gouvernement que des Gabonais nés avec au moins un parent gabonais. Ça règle un problème. Vous vous souviendrez que nous avions eu au gouvernement, dans le régime déchu, M. Lee White, qui était dans ce gouvernement-là, qui était un Gabonais de fraîche date et qui manifestement n'était pas né d'un parent gabonais. Donc ça a créé quelques confusions dans l'opinion publique et aussitôt le régime déchu, aussitôt M. Lee White a regagné son pays d'origine, n'est-ce pas, là où sont nés ses parents. Donc, dorénavant, avec les nouvelles dispositions constitutionnelles contenues dans ce projet de constitution-là, on n'aura plus ce genre de cas de figure au gouvernement. Et donc, en cela, c'est un projet de constitution véritablement réformiste qui protège la souveraineté nationale et qui protège le Gabon. Petit Lameur Ovono, il s'agissait donc pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema, et d'ailleurs il avait indiqué lors de cette rencontre au cours de laquelle le CTRI et le gouvernement ont examiné, passé au peigne fin le projet de constitution qu'il ne voulait pas, il ne souhaitait pas d'une constitution taillée à sa mesure. Et là, on voit bien que le CTRI a été réceptif par rapport à ces récriminations de certains Gabonais en ce qui concerne les conditions d'éligibilité de la nationalité. Aujourd'hui, on ne fera
pu face à ce problème de catégorisation qui a semblé être porté sur la place publique entre les Gabonais entiers, demi-Gabonais, tiers Gabonais? Non, mais je crois que ceux qui avaient véhiculé de telles accusations, de telles affabulations, devraient non seulement comprendre qu'ils ont eu tort d'accuser quelqu'un, puisque il était chargé de faire l'arbitrage, il a arbitré, je peux même dire en leur faveur. Il dénonçait quelque chose, au lieu de rester à la dénonciation, mais il faisait dans la calomnie, dans l'accusation. Donc, il devrait se raviser maintenant, ces personnes-là. Ils devraient se raviser. La seconde chose, ils avaient utilisé même le terme de diviser les Gabonais. Mais en quoi ça divisait? Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on a vu l'assouplissement d'un certain nombre de conditions. Pour être candidat à la présidence de la République, je crois qu'ils devront s'en satisfaire. Et enfin, je voudrais souligner, et je le redis toujours, tout le monde ne peut pas être président de la République. Nous passons trop de temps à discuter de cet article-là concernant les conditions d'éligibilité. Mais il y a des articles très importants dans le projet de constitution. Si vous permettez, je vais vous citer un article, un alinéa dans l'article 59 du projet de constitution. Cet alinéa dit « Chaque année, à l'ouverture des sessions parlementaires, c'est-à-dire généralement au mois de mars, l'Assemblée et le Sénat font leur entrée pour la session de l'année. Mais il est indiqué que désormais, le président de la République devrait venir faire un discours sur l'état des lieux de la nation. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance de cet alinéa dans cet article 59? Jusqu'à présent, le chef d'État gabonais antérieur ne rendait pas compte de la situation de l'État pendant un an, alors qu'il devait effectivement faire ça, soit pendant le 17 août, où il devait dire « je viens de faire un an, est-ce que l'indépendance a justement été garantie pendant un an, puisque le 17 août c'est la fête de l'indépendance? Est-ce que le patrimoine du Gabon a augmenté pendant un an? » Ou il devait le faire à la fin de l'année, lorsqu'il présente les feux à la nation. Mais maintenant, on a mis ça en début de mars, en début de la rentrée parlementaire. Le président vient faire l'état de la nation. Sincèrement, cet article est une bonne chose. Ça permettrait de voir dans quelle situation se trouve. En quoi cet article est une révolution, sachant que le président de la République... Elle n'existait pas avant. Oui, mais le président de la République a des occasions qui lui sont données dans le calendrier, qui lui permettent de pouvoir s'adresser au peuple à travers ses discours solennels à l'occasion de la célébration de la fête de la Saint-Sylvestre le 31 décembre, notamment. Et l'ancienne Constitution de la République avait également des dispositions, je pense, qui prévoyaient que le chef de l'État pouvait convoquer les deux chambres de Parlement en congrès. Oui, Jean-Christian Combila. Oui, mais il y a une innovation majeure, n'est-ce pas, dans la pratique politique de notre pays. Cela n'a jamais été vu. Et aujourd'hui, oui, mais c'est quoi la plus-value? La plus-value, c'est d'abord, le contexte dans lequel le président viendra prononcer ce discours-là. La plus-value sera à la fois l'écho qui sera donné à ce discours-là sur l'état de la nation, sur l'état de l'unité nationale, mais également il y aura un nouvel auditoire, parce que l'auditoire qui attend d'écouter le chef de l'État lorsqu'il s'agit d'un discours de vœux à la nation ou du 17 août ne sera plus seulement, ne sera pas forcément le même auditoire. Mais le président de la République a le pouvoir de convoquer les deux chambres de Parlement réunies en congrès. Ça c'est déjà fait en République mais ça va être une pratique constante. Ce ne sera plus exceptionnel, mais ça va être un moment attendu. Et à partir du moment où ce sera un moment attendu, ça sera un moment capital de la vie de la nation. Parce que aussi bien les compatriotes établis dans la diaspora, aussi bien les partenaires au développement, aussi bien les populations de l'arrière-pays
ce moment-là sera désormais un moment institutionnalisé, un grand moment de communication politique. Et ce sera aussi un moment de renaissance de notre pays et de notre démocratie. Je pense pour ma part que les discours du chef de l'État à l'occasion du 17 août ou du 30 août ou du Nouvel An sont de l'ordre des usages républicains. Et il ne fait pas mention des sujets à évoquer lors de ces discours-là. Alors que la prise en compte de cette problématique dans la Constitution est déjà une obligation légale. Légale de faire l'inventaire. De faire l'inventaire parce que ça permet au chef de l'État de remonter les informations sur ce qui a été fait, à quel niveau ça a été fait, qu'est-ce qui a manqué d'être fait. Ça permet de faire réellement un bilan et ça permet au chef de l'État de se souvenir de son programme de société, de se souvenir de ses engagements et de rappeler à ses collaborateurs, aux membres du gouvernement, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. En même temps, c'est une évaluation des membres du gouvernement. Parce qu'à cette occasion, le président de la République lui-même permet de comprendre qui a répondu, n'est-ce pas, à l'exercice ou qui n'a pas répondu à l'exercice. Donc c'est une problématique importante, d'autant plus importante parce qu'il y a une obligation constitutionnelle. Et là, la convocation du Congrès, c'est le président qui estime que pour telle ou telle question, mais là c'est une obligation constitutionnelle qui est à profit de nos compatriotes. Parce que c'est réellement le temps de faire le bilan. Et en face, il y a un auditoire, les parlementaires d'abord, mais je crois que c'est retransmis en direct, et dont les populations vont juger de la sincérité de ce qui a été fait. Donc je crois que c'est vraiment un exercice pragmatique, mais qui permet non seulement au président, mais à la population d'être en adéquation sur l'évolution de notre pays. Jean-Christophe Kobila, oui. Oui, je voulais, permettez que je revienne un peu sur les conditions globale d'éligibilité du président de la République. Il y a une innovation majeure là aussi, c'est celle qui est contenue dans la disposition qui dispose que au terme de son mandat, au terme du mandat du président de la République, son conjoint et ses descendants, n'est-ce pas, ne peuvent pas entreprendre de succéder au chef de l'État. Et ça, c'est à mettre à l'actif du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, lors du séminaire gouvernemental, a dit aux membres du gouvernement et du CTRI qu'il ne voulait pas du tout une constitution taillée à sa mesure, comme certains critiques politiques du régime déchu ont tenté de le faire croire. Et donc, le président de la République lui-même a incité le constituant à introduire cette disposition dans la Constitution. Pourquoi? Parce que le président de la transition sait d'où nous venons. Et vous vous souviendrez, M. Pambo, que la crise politique qui a secoué notre pays depuis 2009, n'est-ce pas, tire sa source de ce que le président Ali Bongo, fils du défunt président Omar Bongo, avait tenu coûte que coûte à succéder au président de la République. Ceci a entraîné des soubresauts énormes au sein du Parti démocratique gabonais et ceci a eu un impact négatif, n'est-ce pas, sur la cohésion nationale et sur l'unité de la nation et bref, sur le fonctionnement normal des institutions. Donc cela mérite d'être souligné et cela mérite d'être mis à l'actif, n'est-ce pas, du chef de l'État et du comité pour la transition et la restauration des institutions. Alors, lors du dernier mandat, du deuxième mandat de l'ancien président Ali Bongo Ondimba, la haute juridiction, la Cour constitutionnelle a été évidemment au cœur de la crispation et a cristallisé souvent la colère des populations accusées à tort ou à raison de faire le jeu d'un ancien régime accusé d'être la tour de Pise, de faire le lit de la pérennité du Parti démocratique gabonais à la tête du Gabon. Là, il y a évidemment des dispositions qui ont été prises dans cette nouvelle constitution en rapport avec la constitution de la République. On va peut-être voir ce que nous dit l'article
l'article 112, je pense, de ce projet de constitution. Non, l'article 112, non, 113 plutôt. L'article 113, en rapport donc avec la Cour constitutionnelle, évidemment, il y a ce rappel en ce qui concerne même le rôle de la Cour constitutionnelle, qui est la juridiction de l'État en matière de constitutionnelle. Elle est impartiale et indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif dans le respect des dispositions de la présente Constitution. Elle est juge de la constitutionnalité des lois, ça on le sait, évidemment, elle est l'organe régulateur de fonctionnement. On va aller donc à l'article 123 pour aller dans le détail un peu de la composition de cette haute juridiction. L'article 123, la Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés des membres de droit. Les membres de la Cour constitutionnelle portent le titre de juge constitutionnel. La durée du mandat des membres nommés est de 8 ans, renouvelable de 2 tiers. Le problème de la Cour constitutionnelle, moi, je ne veux pas le débattre sur la durée de leur mandat, sur le renouvellement. Le problème de la Cour constitutionnelle était un problème de transparence électorale. C'était là le véritable problème. Mais comment justement garantir cette transparence électorale, sans vous couper, Pétier Lambert-Ovono, comment garantir cette transparence électorale quand on sait les conditions de nomination de 9 juges de la Cour constitutionnelle, quand on sait qu'il y avait la possibilité qu'ils soient là ad vitam aeternam? Quelle garantie avait-on par rapport à la fin du processus? Or, le processus électoral en lui-même, la campagne électorale, le financement des campagnes, le découpage électoral même, le nombre de bureaux de vote, la population la population votante, tout ça venait en amont avant que la Cour constitutionnelle ne se prononce. Et puis il y avait l'épineux problème des commissions électorales. C'est le problème d'opacité qui se posait. Ce qui fait que quand vous vous retrouvez dans un bureau de vote, vous avez fait un score, mais quand on va à la commission électorale, peut-être de votre département, de votre commune, ce n'est pas votre score que vous retrouvez, c'est l'inversion. Ça s'appelle le bidouillage. Les résultats étaient changés. Les résultats de A revenaient à B et les résultats de B revenaient à A. Ce qui fait que quand toutes ces informations montaient à la Cour constitutionnelle était justement devant cette difficulté. Le seul problème que moi je considère que la Cour constitutionnelle a eu des difficultés à juger, c'est celui de 94,93% dans le Haut-Ogooué lors des élections de 2016. C'était très interrogatif qu'une province comme le Haut-Ogooué, où il y a plusieurs parlers, dont plusieurs populations d'origine ethnique différente, aient voté de la même façon. Et moi, je sais que, moi j'ai vécu un peu à Mwanda et à Bakumba, je sais que beaucoup de gens n'avaient pas voté pour le candidat Ali Bongo, mais seulement on a imposé un score qui n'était pas le leur. Donc moi je pense que ce que la Cour constitutionnelle a fait antérieurement a cristallisé tellement de mécontentement que ça a failli faire éclater notre pays. Oui, il ne faut pas l'oublier. Justement. Donc c'est un problème très sensible. Est-ce que ces dispositions-là, dans ce projet de constitution, ce qui concerne la composition des membres de la Cour constitutionnelle, peuvent garantir justement des lendemains pas du tout agités en ce qui concerne l'organisation des élections au Gabon? Moi, je ne pense pas, d'autant plus que l'exception ici, c'est un peu le renouvellement qui se fait au tiers et qu'un membre ne peut pas faire plus de 2 mandats. C'est seulement l'exception. Mais de tout point de vue, le problème de la Cour constitutionnelle est un problème de mentalité. Parce que nous nous souvenons bien que la Cour constitutionnelle s'est arrogée les prérogatives souveraines de modifier la Constitution lors de la vacance du pouvoir qui devait être déclenchée parce que le président de la République était frappé d'une indisponibilité dont la Cour a modifié. Donc de ce point de vue, je crois que pour asseoir un certain nombre soit d'impartialité ou d'équité, il aurait fallu qu'on ramenât la Cour constitutionnelle dans les différents ordres de tribunaux. Parce que c'est une juridiction comme tout autre, comme la Cour des comptes, comme l'ordre judiciaire. Or, ici, on nous ramène la primauté de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est pour cette raison que je pense que c'est un problème de mentalité.
dès lors que les mentalités des Gabonais sont toujours cette gratitude à l'égard de l'autorité de nomination, ben, le problème ne va pas être réglé. Donc, je pense que je peux me permettre d'espérer le lendemain meilleur et de considérer que cette fois-ci, avec cette nouvelle constitution, avec cette transition, nous allons aller vers de nouvelles auspices. Mais de tout point de vue, je ne suis pas en phase avec ce qui a été fait sur l'organisation de notre justice. Parce que la Cour constitutionnelle n'était pas la justice, mais qui a manqué son devoir, parce que son devoir était de garantir, n'est-ce pas, la souveraineté de nos institutions. Jean-Christian Kombila, est-ce que c'est un faux procès fait à l'endroit de la haute juridiction au Gabon? Est-ce qu'aujourd'hui, ces dispositions du projet de constitution ou de la nouvelle constitution peuvent garantir justement qu'on ait une haute juridiction au-dessus de la mêlée? C'est notre souhait. C'est le souhait de tout le monde, mais on ne va pas encore continuer à regarder dans le rétroviseur au risque de faire l'accident en chemin. Il y a un nouveau contexte, il y a de nouvelles dispositions qui laissent augurer de lendemain meilleur au niveau de rapport entre la Cour constitutionnelle et les différentes élections, et même entre la Cour constitutionnelle et le président de la République. On sait que les rapports entre l'exécutif et la Cour étaient teintés de suspicion par le passé à cause d'un certain nombre de relations extrajuridiques. Mais il y a aujourd'hui un contexte nouveau dont devront se saisir les prochains juges constitutionnels qui seront nommés pour faire différemment de ce qui a été fait jusque-là. On sait que la Cour est chargée, entre autres, de juger de la régularité des consultations nationales, à la fois présidentielles, référendaires et législatives. Et donc là, déjà, nous allons vers un référendum et on commencera déjà à juger, n'est-ce pas, de l'action de la Cour, n'est-ce pas, dans le jugement qu'elle rendra sur la régularité du processus de la consultation référendaire qui aura lieu très bientôt. Petit Lambert Ovono, alors le débat sur les conditions d'éligibilité, sur la nouvelle organisation politique, le nouveau régime politique, ces questions-là ont fortement cristallisé le débat ces dernières semaines dans notre pays. Il y a d'autres aspects dans cette constitution de la République, notamment en ce qui concerne la dignité du peuple gabonais restaurée. On l'a dit, évidemment, la dimension sociale de cette nouvelle loi fondamentale. Comment vous l'appréciez? J'admets que bon, il fallait vraiment débattre. C'est ça la démocratie aussi. Débattre, si ça ne va pas, il fallait que les gens le disent. Et je crois que les gens ont eu largement le temps pour dénoncer un certain nombre de choses. C'est ça la démocratie. Mais dans quel pays au monde on a eu une constitution consensuelle? Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part dans le monde. Donc je crois que le débat était utile. Mais en revanche, j'aurais souhaité aussi qu'on fasse les efforts pour dire les innovations dans ce projet de constitution. D'abord dans le préambule. Souvenez-vous, les gens appellent à la Constitution de 91. Mais dans le préambule de la Constitution de 91, qui a été fait par les politiciens, ils avaient extirpé Dieu. Dieu n'existait pas, on ne disait pas que le peuple gabonais, conscient de son histoire, de ses ancêtres, est devant Dieu. On a voulu jouer à la sécularisation qui signifie extirper Dieu, chasser Dieu de nos affaires. Or, l'actuel projet de constitution fait appel en premier à Dieu. Je crois que les religieux, que ce soit les religions importées, le christianisme, l'islam et les autres, et surtout nos
pratiques traditionnelles trouvent là toute leur essence, toute leur aide, toute leur place, dont les croyants doivent être contents aujourd'hui qu'on a fait appel à Dieu. C'est un sujet très important. Un État démocratique ne peut pas se départir, ne peut pas se tourner du nombre de croyants qu'il y a. Regardez, les églises regroupent plus de membres que les partis politiques. Donc, on ne peut pas, un État qui se respecte ne peut pas se détourner de ça. Donc, c'est ça le préambule de la Constitution. Ensuite, dans le nouveau projet de Constitution, il y a l'article 7 qui parle des associations, de la société civile. Étant issu moi-même de la société civile, j'en suis tellement heureux parce que les constitutions antérieures n'avaient pas nommément écrit que la société civile faisait partie de la démocratie pluraliste. C'est maintenant clairement écrit et ça donne des responsabilités à la société civile que nous sommes, que nous pouvons maintenant intervenir. Les commissions électorales étaient composées à parité entre griffes, le PDG d'un côté, les opposants de l'autre côté, la société civile, les églises, les syndicats n'y comptaient que pour du beurre. Aujourd'hui, ça existe. Et enfin, il y a eu aussi dans les articles qui provoquaient débat, l'exclusion, on accusait que la Constitution avait exclu les handicapés. Et vous vous rendez compte, c'est pas vrai. Les choses ont été clarifiées dans le projet qui a été publié hier. Il est dit que tout le monde doit se soumettre à un examen médical avec un pool de médecins qui prêtent serment devant la Cour constitutionnelle et je crois devant les deux chambres du Parlement. C'est une véritable avancée, contrairement à ce qu'on disait que les médecins encartés. Les médecins, ben je crois que... Non, mais parce qu'il y a des médecins... Non, les médecins seront certainement désignés par l'ordre des médecins. Le point que vous êtes en train de souligner, Pété Lambert-Rouvono, est un point très important. Oui. Puisqu'on est en train de parler de la République et de l'avenir de Gabon, donc on se doit d'avoir un devoir de vérité par rapport à l'histoire, par rapport à ce que nous regarde. Donc on sait qu'il y a des médecins, et il n'y a pas que des médecins, mais puisqu'on est en train de parler justement de cette commission médicale qui doit être indépendante, on sait qu'il y a des médecins qui sont membres des partis politiques et qui font partie de ces commissions médicales-là. Monsieur Pabou, j'étais en train de dire que je crois, puisqu'il existe un ordre des médecins au Gabon, c'est peut-être l'ordre des médecins qui choisirait ou qui choisira les médecins qui vont faire partie de ce pool de spécialisés. L'idéal, que ce soit des médecins qui ne soient pas encartés. Il y a quand même une volonté de corriger, n'est-ce pas, le passé récent. Ce pool de médecins, n'est-ce pas, qui prêterait serment devant les deux chambres du Parlement, n'est-ce pas, je pense que le constituant, en édictant cette disposition-là, a pensé à ce qui s'est fait antérieurement. On se souvient de ce groupe de médecins qui ont validé la candidature du président déchu, alors que tout le monde voyait bien que le président n'était pas en pleine possession de toutes ses capacités physiques et même intellectuelles. Et donc, le fait que ces médecins-là aient validé la candidature du président déchu a jeté une ombre de longue portée, n'est-ce pas, sur la crédibilité du corps médical. Et je pense que l'opinion a même appelé à des sanctions sévères, n'est-ce pas, de l'ordre des médecins concernant ce groupe de médecins-là. Et je pense aussi que tout à fait légitimement, le constituant a pensé qu'il fallait verrouiller à ce niveau-là pour qu'on n'ait plus demain à avoir des médecins qui agiraient totalement à l'opposé du serment d'Hippocrate qu'ils prêtent au sortir de leurs études médicales. Je dis un petit mot. Ouais. Dans le préambule de la Constitution actuelle, il est marqué que le Gabon est une république indivisible, unie, mais décentralisée.
vous voyez l'importance que le projet de constitution donne aux collectivités locales et à la décentralisation. Ça n'existait pas dans les constitutions antérieures. C'est vraiment une innovation et quelque chose qu'il faut applaudir des deux mains parce que nos villages, nos arrondissements vont maintenant accompagner l'État dans la gestion au niveau local. Et je crois que mon grand frère Pierre-Claver Mangaga Moussa, vous trouverez là une bonne réponse pour sa provincialisation. Parce qu'il a fallu inscrire ça dans la Constitution. Il peut maintenant projeter la provincialisation. La provincialisation, projet de politique de Pierre-Claver Mangaga Moussabou, présenté au Gabonais en 1993 lors de l'élection présidentielle. Rufin Tonton, vous voulez intervenir sur le collège des médecins qui vont devoir se prêter à l'examen des candidatures, des dossiers de candidature des prochains candidats aux élections présidentielles. D'ailleurs, ce que je venais de dire à propos des médecins n'est pas la propre aux médecins, hein, c'est quasiment dans certains corps de métier. J'ai la chance d'avoir un autre journaliste sur le plateau, Jean-Christian Kombila. On a bien vu ces 10 ou 20 dernières années qu'il y a des journalistes encartés qui n'ont, au nom de l'éthique ou de la déontologie journalistique, on fait cure de l'éthique, on avait cure de l'éthique, la déontologie journalistique, se présenter... La même chose avec les magistrats. Ben voilà. Bon, moi je crois que c'est un problème de mentalité. Je crois que c'est un problème de mentalité et c'est un problème de fermeté du pouvoir exécutif. Parce que lorsqu'on a un conseil supérieur de la magistrature qui a suspendu certains magistrats et qu'en moins de quelques mois, ces magistrats soient nommés à un conseil de ministres, bon, ça pose quand même un problème. Et donc, je pense que de tout point de vue, les textes peuvent être réputés bons, mais sur l'efficacité et sur les comportements, si ça ne suit pas, ça ne sert à rien du tout. Donc, je pense pour ma part que nous n'avons pas échoué parce que les textes étaient mauvais. Non, nous avons échoué parce que la qualité d'homme. Nous avons des citoyens qui ne mesurent pas le niveau de leur responsabilité. Et donc, on porte à des charges importantes des personnalités qui, de mon point de vue, ne répondent pas. Parce que lorsqu'on est nommé à une fonction, on doit comprendre qu'on est nommé pour servir la République et non pour servir l'autorité de nomination. C'est ça qui est important. Donc on peut mettre un certain nombre d'habillages, mais si le fond est vicieux, mais on va toujours tomber dans le même travers. C'est ça qui, moi, me pose un problème. Mais dans le fond, telle que conçue cette constitution, elle est digérable. Bon, j'aimerais bien intervenir sur le dernier aspect évoqué par mon aîné tout à l'heure, sur le pouvoir qu'on donne à la décentralisation. Parce que c'est effectivement important, parce que c'est un principe qu'on appelle le principe de subsidiarité, là, qui donne l'obligation à l'État d'appliquer la politique de décentralisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, la question liée au développement, au bien-être de nos compatriotes va être réglée à travers l'obligation qu'a l'État a désormais d'appliquer la politique de décentralisation. Donc on n'aura plus les collectivités locales appauvries, sans ressources, sans moyens. Là, on espère qu'une fois cette constitution mise en place, n'est-ce pas, on va réellement avoir une décentralisation effective avec l'État central qui va, n'est-ce pas, se départir d'un certain nombre de compétences pour les conférer véritablement aux collectivités locales parce que ce sont elles qui sont au fait de nos compatriotes. On va ouvrir la rubrique politique 2.0, cette communication du gouvernement au sujet justement de l'ouverture de la campagne et de la publication du projet de constitution. On voit donc cette communication institutionnelle, celle du gouvernement de la République via le service communication du gouvernement au sujet de cette actualité. Voilà donc le gouvernement qui communique dans différents canaux pour toucher le maximum de Gabonais possible sur leur implication dans ce vote qui aura lieu le 16 novembre prochain, le référendum. Donc il s'agit à travers cette communication institutionnelle et officielle d'emmener les populations à s'imprégner, à assimiler, à s'approprier ce projet de constitution afin de pouvoir se prononcer en âme et conscience le 16 novembre prochain lors du vote référendaire.
On va, avant de poursuivre le débat, ouvrir une autre rubrique. Que dit le quatrième pouvoir? Alors les médias évidemment mobilisés dans le domaine de la couverture de cette forte actualité en rapport avec la transition depuis le 30 août 2023 et encore plus depuis le dialogue national inclusif qui a donc été la base de cette modification de la loi fondamentale à travers les 38 000 contributions citoyennes, les recommandations évidemment 1000 contenues dans un rapport soumis au chef de l'État qui a remis et mis en place un comité national constitutionnel qui a donc écrit cette nouvelle constitution, puis la mise en place de l'Assemblée constituante, les deux chambres du Parlement réunies donc en Assemblée constituante et désormais ce projet de constitution qui a été examiné par le CTRI. Et le gouvernement, quel est le regard des médias sur cette forte actualité? On regarde. Voilà, et là c'est Info 241, le référendum constitutionnel au Gabon, la campagne électorale ouverte dès le 6 novembre prochain, la date est désormais connue, convocation du collège électoral, cet autre article de l'ombre, les articles en ligne, la campagne pour le référendum constitutionnel débutera le 6 novembre, on est toujours sur cette date. Je voudrais dire un mot sur la campagne de communication, Oui. L'invite à s'approprier le texte constitutionnel. Mais je pense que la communication du gouvernement doit être beaucoup plus offensive. Elle ne peut pas s'arrêter là, parce que si elle se limite là, c'est qu'elle ne cible que les intellectuels, ou du moins ceux qui savent lire et qui peuvent comprendre, n'est-ce pas, le contenu du texte Mais constitutionnel. la campagne a commencé. Il y a des équipes du ministère de l'Intérieur qui sillonnent le Gabon depuis plusieurs jours maintenant au contact des populations. Oui, et cette campagne est partie avant que le texte constitutionnel n'ait été validé par le Conseil, n'ait été adopté par le Conseil des ministres. Maintenant, le texte est adopté par le Conseil des ministres. Il faudrait que le gouvernement, n'est-ce pas, conçoive une stratégie de communication tendant à toucher le maximum de nos parents jusqu'aux confins du pays pour pouvoir expliquer, n'est-ce pas, la vision politique contenue dans le texte constitutionnel et pouvoir expliquer, n'est-ce pas, les changements majeurs contenus dans le texte constitutionnel et en même temps les différentes articulations de ce texte constitutionnel. C'est important à faire. Il va falloir utiliser tous les canaux de communication, les médias traditionnels, la radio, les médias communautaires, la télévision nationale et les médias électroniques. On a déjà fait 1 heure d'émission, on est arrivé au terme donc de ce programme consacré à cette forte actualité. Le temps passe tellement vite. Évidemment que le vote aura lieu le 16 novembre prochain. Le collège électoral, lui, il est convoqué le 6 novembre. Donc on a toute cette période avant le 6 novembre, avant même le 16 novembre pour continuer à décrypter cette actualité et aller dans le détail de ce projet de constitution. Merci beaucoup d'être passé sur notre antenne. Merci à vous également, Rufin Toutoumba. On se retrouve mardi prochain dans le cadre de cette émission et déjà jeudi dans Ligne de Mire. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.